Bienvenue dans Mots croisés, notre nouvelle série de podcasts. Nous sommes ensemble pour une petite heure afin d'échanger sur enjeux écologiques et aide humanitaire, les différentes facettes d'une interdépendance avérée. Un sujet qui nous tient à cœur et que nous sommes heureux de débattre aujourd'hui, le 5 juin, en cette journée mondiale de l'environnement. Alors, à l'image de l'humanitaire pris au mot, nous allons donc explorer différentes facettes des interactions entre environnement et humanitaire à travers Mots croisés, en référence à cette nouvelle collaboration croisée entre le groupe URD et Alternatives Humanitaires pour la production de ce podcast. Cet épisode s'inscrit dans la continuité de la conférence que nous avions déjà co-organisée l'année dernière, ensemble en juin 2024, sur l'adaptation du secteur de l'aide face aux effets des changements climatiques, un temps d'échange qui nous avait permis de prendre conscience de la diversité et de l'ampleur des impacts des changements climatiques, alors à la fois sur les contextes humanitaires et sur notre travail, de partager des bonnes pratiques, de débattre sur des difficultés rencontrées. Et ce podcast s'inscrit aussi dans la continuité du dernier numéro de la revue Alternatives Humanitaires, comme nous l'expliquera Boris. Effectivement, les conséquences des changements climatiques se font de plus en plus ressentir, alors que les besoins humanitaires dans le monde ne font qu'augmenter. Et ces deux domaines, donc le climat et l'humanitaire, sont fortement impactés par les premières décisions de l'administration Trump, qu'il suffise de penser à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris ou encore plus récemment au gel des financements américains pour le développement et l'action humanitaire. Alors dans un tel contexte, comment concilier la mission première de réponse aux besoins humains essentiels avec cet impératif environnemental ? Comment repenser l'action humanitaire dans un monde où les crises écologiques exacerbent les vulnérabilités des populations déjà très fragilisées ? Ces questions fondamentales sont en effet au cœur des réflexions menées par nos trois intervenants qu'on accueille aujourd'hui dans les articles qu'ils ont publiés dans le dernier numéro de la revue Alternatives Humanitaires, dont j'ai le plaisir d'être le rédacteur en chef. Et leurs réflexions, elles rejoignent parfaitement les travaux que mène le groupe URD depuis de nombreuses années. Alors on accueille aujourd'hui Chloé Orlan. Bonjour. Qui, avec ses collègues d'Action contre la faim, Pierre-Marie Guamard et Olivia Pellegrin, proposent ce qu'ils appellent un nouvel humanisme qui intègre l'humain et son environnement à travers un triptyque atténuation, adaptation, restauration. Et puis il y a Aline Hubert. Bonjour. Qui est du groupe URD et qui, quant à elle, nous invite à dépasser la simple transition technique pour embrasser une justice environnementale qui questionne les rapports de pouvoir et d'équité. Et enfin, nous avons David Esiveri. Bonjour. Qui est d'Humanité et Inclusion, c'est le nouveau nom d'Handicap International, et qui, avec Isabelle Bollon et Raphaël Ruiz de Castaneda, aborde l'interconnexion croissante des crises climatiques et sanitaires et présente des approches pour intégrer la prévention des risques, la résilience et la préservation des écosystèmes et du vivant. Alors, leurs trois textes, nos invités, montrent que la transition écologique du secteur humanitaire est non seulement une nécessité technique, mais elle est aussi une opportunité de repenser plus fondamentalement les modèles d'intervention dans ce secteur. Et ce débat nous permettra d'explorer les tensions entre efficacité opérationnelle et exemplarité environnementale, entre réponse immédiate aux crises et vision systémique à long terme, et puis entre impératifs globaux et contextes locaux. Comment le secteur humanitaire peut-il se transformer pour devenir acteur d'un changement plus profond qui respecte à la fois les limites planétaires et la dignité humaine? Voilà, ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nos trois intervenants vont nous aider à répondre. Alors Chloé, tu es écologue, une spécialité encore rare dans les ONG, voire à ma connaissance, je crois que tu es la seule écologue dans une ONG française. Tu me diras si je me trompe, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi ça consiste et pourquoi ACF a décidé de créer ce poste ? Oui, alors tout d'abord, merci pour l'invitation à participer à cette émission. Je pense être la seule écologue, mais voilà, je suis pas 100% sûre, dans une ONG humanitaire française. En tout cas, oui, donc le mandat d'ACF, c'est de lutter contre la faim et ses causes profondes. Et donc, dans les causes profondes, il y a notamment le changement climatique. Donc, au niveau opérationnel, les effets du changement climatique se sont fait ressentir de plus en plus fortement sur le terrain au cours des dernières années,
principalement au travers de températures extrêmes, désertification, inondations. Et on a vu des impacts sur l'accès à l'eau, aux centres de santé, aux ressources naturelles, comme cause de conflits également, qui se répercutent sur la faim. Je pense qu'un vrai besoin d'expertise a émergé. Donc avant mon arrivée, ça venait aussi bien d'une réponse aux demandes grandissantes des bailleurs qui commençaient en tout cas à demander de respecter des standards environnementaux et de travailler sur les écosystèmes. Et au-delà de ça, je pense qu'il y avait un réel intérêt de mieux comprendre et d'intégrer les enjeux liés à la perte de la biodiversité dans nos programmes, notamment grâce à un directeur du département expertise et plaidoyer qui était sensible, je pense, à ces sujets et qui voyait bien les liens entre l'écologie et la lutte contre la faim, la sécurité alimentaire, le changement climatique, les maladies notamment. Donc voilà, c'est ainsi que mon rôle s'est créé. C'est un rôle transverse qui consiste à accompagner les équipes afin qu'ils prennent mieux en compte la biodiversité, les écosystèmes, qu'ils soient adaptés au changement climatique et qu'ils atténuent également les impacts négatifs sur l'environnement. Je me suis rendu compte que ma vision d'écologue tendait à faire ressortir des liens un petit peu partout. Et donc, j'essaye dans mon travail de montrer ces liens, de les expliquer, pour montrer les liens entre notamment les différents impacts et leurs conséquences, pour aborder les enjeux auxquels nous sommes confrontés de manière plus holistique. Alors, ça va être principalement en organisant des ateliers de brainstorming avec nos bureaux pays, en les aidant aussi à écrire des propositions de financement, en animant un groupe de travail au sein d'Action contre la faim pour élaborer une approche écosystémique, une vision stratégique, disons, et également en formant nos équipes aussi bien au siège que sur le terrain sur la thématique enviro-climat, par exemple en parlant des nouvelles approches pour eux, comme les solutions fondées sur la nature ou la santé planétaire, et enfin en essayant de créer de nouveaux partenariats. Et du coup, dans ton article, tu parles de votre approche qui combine atténuation, adaptation et restauration, qui semble vraiment évidente, mais quand même assez ambitieuse. Peut-être est-ce que tu peux commencer par nous revenir un peu sur ces termes que pas mal de gens ont tendance à confondre, ou déjà de nous dire vraiment de quoi il s'agit, et puis ensuite comment tout ça s'articule. Oui, bien sûr. Alors, l'atténuation, ça va désigner l'ensemble des actions qui visent à réduire les causes du changement climatique, principalement en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ou en augmentant la séquestration du carbone, les puits de carbone. Donc, ça va s'apparenter, je pense, dans les actions humanitaires, à la base, à faire, par exemple, un calcul du bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour voir comment réduire l'empreinte carbone, en améliorant, par exemple, notre efficacité énergétique, installant des panneaux solaires. Et ensuite, pour la partie séquestration, ça peut être au travers d'activités de reboisement. Pour l'adaptation, ça va faire référence aux mesures prises pour s'ajuster aux effets actuels ou anticipés du changement climatique, afin de réduire les vulnérabilités, limiter les dommages, donc par exemple au travers de pratiques agricoles plus adaptées aux conditions environnementales, en construisant des digues idéalement végétalisées ou des zones humides pour lutter contre la montée du niveau de la mer. On va avoir des projets qui sont vraiment adaptés au contexte. C'est ça, et il y a aussi un aspect de préparation et d'anticipation, donc ça va s'inscrire dans les actions anticipatoires également qui émergent beaucoup dans les contextes humanitaires. Donc il y a ce côté aussi prévention avec l'adaptation. Et enfin, il y a le volet restauration qui consiste à remettre en état un écosystème dégradé en visant à retrouver ses fonctions écologiques, sa biodiversité et les services écosystémiques qu'il procure. Donc, par exemple, là, on va parler de planter des arbres, restaurer la mangrove, gérer des espèces envahissantes, etc. Pour nous, dans l'article que nous avons écrit avec mes collègues, on voit vraiment ces trois catégories, disons, d'activités comme un continuum. Oui, qui doivent vraiment s'imbriquer ou s'articuler. Exactement. Donc, on voit qu'on ne peut pas on trouve qu'on ne peut pas considérer être acteur du changement climatique en traitant par exemple que l'atténuation, sans traiter de l'adaptation ou de la restauration. C'est notre vision. Oui, ce qui semble assez logique, mais pas facile, j'imagine. Mais... Oui, exactement, et c'est logique. Et en fait, quand on commence à voir les choses comme ça, on voit que c'est vraiment des catégories qui s'articulent entre elles et qui, souvent, une activité va tomber aussi bien dans la catégorie atténuation que adaptation ou que restauration. Oui, ou aura un impact sur une autre activité. Exactement. Dans le numéro spécial, on voit que les différents articles traitent parfois de certains aspects plus que d'autres, mais
tout en mentionnant cette articulation entre ces différentes catégories d'activités et la restauration qui peut sembler peut-être un peu plus éloignée du secteur humanitaire, est également mentionnée par d'autres auteurs d'un article de cette édition spéciale. Je pense à l'article de Joël Moudio et Vincent Abaga au Cameroun, qui souligne particulièrement l'importance en fait du travail de restauration dans la résilience communautaire et écologique en fait. Et donc là, pour décrire un petit peu ça, on va penser à des activités comme par exemple l'agroécologie ou la restauration de la mangrove, qui, j'aime bien les appeler ça des approches win-win, parce que vraiment elles vont cocher un peu toutes les cases. Elles vont atténuer nos impacts en séquestrant du carbone au travers donc, de régénération des sols ou plantation d'arbres, par exemple. Elles vont nous permettre de nous adapter en utilisant des semences mieux adaptées, moins d'intrants, et également, par exemple, avec la mangrove, en protégeant les côtes des tempêtes et de la montée des océans. Et bien sûr, elles vont permettre de restaurer l'écosystème. Donc là, on a vraiment des approches résilientes et durables. Et avec tes co-auteurs, vous défendez aussi l'idée d'un nouvel humanisme qui intègre l'humain et les écosystèmes. Mais concrètement, comment cette vision transforme, ou du moins pourrait transformer, les interventions sur le terrain, notamment dans les contextes d'urgence ? Oui, alors je pense que c'est pas un concept entièrement nouveau. On retrace un petit peu dans l'article l'historique de l'humanitaire, de l'humanisme, et donc ce nouvel humanisme qui apparaît plus ou moins officiellement dans les années 2010 avec un discours d'Irina Bokova qui souligne l'interdépendance entre les humains et leur environnement. Et en tout cas, dans l'humanitaire, je pense que c'est dans ces années-là que ces liens se font plus forts, aussi avec le lien avec les limites planétaires qui émergent aussi dans les années 2010. Et à ce stade, on articule beaucoup la notion d'humanitaire autour du do no harm et du coup de l'atténuation de notre impact. Mais il faut souligner que on travaille là sur des crises chroniques et pas que dans l'urgence. Et donc il faut admettre aussi, je pense, que l'humanitaire, c'est aussi travailler sur des crises chroniques, qu'il faut peut-être réformer un petit peu, et c'est aussi dit dans d'autres articles de cette édition, mais qu'il faut un petit peu réformer notre façon de faire les choses. Oui, ça implique de voir les choses un peu différemment, peut-être moins en silo. Exactement, que peut-être la vision qu'on avait précédemment est un petit peu dépassée, qu'il faut exactement travailler avec des approches plus intégrées, moins de silos. Donc, par exemple, oui, on ne va pas pouvoir traiter des besoins humanitaires sans prendre en compte les enjeux environnementaux en termes de durabilité. Il y aura de la répétition des crises, une augmentation aussi des crises chroniques et de leurs impacts. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette notion du besoin des écosystèmes qui transparaissent. On en a besoin pour nous nourrir, pour boire, pour rester en bonne santé. Et donc, il faut agir pour ne pas faire plus de dégâts, ce qu'on disait, donc atténuer et aussi adapter nos pratiques, et aussi tenter d'avoir un impact positif sur notre environnement au travers donc, de l'adaptation de nos pratiques et de la restauration. Donc, ça va se faire notamment aussi au travers de la localisation de l'aide et des savoirs, dont j'imagine on va reparler. Et voilà, et donc c'est vraiment des notions plus intégrées, plus globales, qui ressortent aussi du côté des organisations environnementales, qui elles aussi désiloïsent, disons, ces concepts en parlant de nexus entre alimentation, biodiversité, climat, eau et santé, beaucoup de santé planétaire. L'agrobiodiversité prend aussi le devant de la scène dans les grandes instances internationales. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort, et je pense que historiquement, que ce soit dans les programmes environnementaux ou humanitaires, ils ne fonctionnaient pas forcément parce qu'on ne prenait pas bien en compte l'autre côté, disons. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment un désir de mieux travailler ensemble, et voilà. D'accord. Et du coup, moi, j'aime bien avoir des exemples un peu concrets. Est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 exemples de programmes que vous faites sur le terrain ? Oui, alors je reviens à mes exemples un peu chouchou, win-win là. Mais par exemple, on a un projet au Zimbabwe qui s'appelle Farming with Alternative Pollinators, où on a pu montrer qu'en diversifiant des cultures agricoles autour de parcelles, plutôt qu'en pratiquant la monoculture, c'était un projet de recherche vraiment où on comparait les deux, eh bien, le nombre de pollinisateurs sauvages augmentait grâce à une plus grande variété florale. Cette hausse de pollinisateurs a entraîné une augmentation des rendements et des revenus des agriculteurs. Donc, c'était une approche simple, petite échelle par rapport à c'est des petits producteurs,
mais très efficace aussi bien pour améliorer la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, la nutrition et également le retour de la biodiversité. Pareillement, on va avoir un projet sur la mangrove en Sierra Leone où la mangrove qui joue un rôle clé pour les communautés locales en fournissant du bois de chauffe, des matériaux de construction et des ressources marines, sert également de barrière, comme on le disait, contre les tempêtes et limite l'érosion côtière. Et donc la préserver, c'est essentiel. Et ces projets parfois échouent par manque d'implication des communautés locales dans le suivi, dans la mise en œuvre du programme. Et donc là, on a essayé de faire une recherche qui met l'accent sur l'engagement communautaire, sur la valorisation de ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature, comme celle-ci, donc qui mêle l'écologique et le social, et sur les systèmes d'alerte précoce également. Donc ça permet, on espère, de faire une mise à l'échelle plus durable. Et donc dans l'article, vous évoquez aussi certains acteurs comme ce que tu nommes moteurs de changement. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que vous pensez par exemple est-ce qu'il y aurait un partenariat à développer spécifiquement avec des ONG qui sont purement environnementales par rapport à tout ça, ou avec d'autres types d'acteurs qui ne sont pas du secteur humanitaire du coup? Oui, je pense que c'est très important et ça va sans doute le devenir encore plus avec les changements actuels dont tu as parlé au début. Bon, moi, personnellement, j'ai choisi avec ce rôle de m'impliquer dans des groupes de travail, notamment dans un groupe de travail de l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, qui est sur les pays en développement et la biodiversité. Et bien sûr, la plupart des participants sont un petit peu plus axés environnement, conservation qu'humanitaire. Et ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Ils sont ravis de nous voir dans ces cercles parce qu'eux-mêmes sont conscients de certaines limites dans leur travail où ils aimeraient bien avoir notre expertise. Et donc nous-mêmes, on sait aussi où sont nos limites. Donc par exemple, sur les sujets de conservation, je pense que les organisations de conservation sont, je dirais, généralement bien au point sur des secteurs comme la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, les approches communautaires. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Mais par contre, parfois, sur d'autres sujets comme la santé, la nutrition, la WASH, va y avoir un petit peu moins d'expertise. Parfois, ça va être aussi le fait qu'ils vont travailler dans des zones qui sont plus proches de hotspots de biodiversité, mais peut-être moins dans d'autres zones rurales où nous, on va travailler et où il y a aussi, bien sûr, un contact fort avec la nature. Et voilà. Et donc, j'espère qu'on peut, en tout cas, en travaillant ensemble, permettre de faire des programmes qui fonctionnent mieux. Oui, vous avez vraiment des approches, des expertises complémentaires. Exactement, on a des approches complémentaires qui demandent qu'on travaille ensemble, qu'on échange, qu'on collabore. Et donc voilà, et donc ensuite, bien sûr, il y a d'autres types de partenariats qui peuvent se faire et de participation à d'autres groupes de travail sur l'adaptation. J'ai l'acronyme en anglais Disaster Risk Reduction, donc la réduction des risques des catastrophes, c'est ça. Aussi avec des acteurs comme le Partenariat français sur l'eau qui travaillent aussi sur la biodiversité, sur les solutions fondées sur la nature. Voilà. Oui, après, il y a des sujets spécifiques et des alliances. Exactement. Et je mentionne aussi le REH, qui est le réseau environnement humanitaire, où là, on va travailler un petit peu plus sur les questions d'atténuation. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire. Je pense que c'est important d'essayer de s'impliquer dans tous ces différents groupes de travail, de travailler avec tous ces différents partenaires, de leur tendre la main. De pistes donc, mais manifestement pas mal de difficultés aussi. Et du coup, cela nous offre une bonne transition, je pense, pour donner la parole à Aline Hubert, référente environnement au groupe URD, qui travaille depuis de nombreuses années sur les moyens de diminuer l'empreinte environnementale des ONG. Alors, Aline, dans ton article paru dans la revue Alternative Humanitaire, tu pointes du doigt ce que tu appelles l'inflation comptable et normative dans l'approche environnementale actuelle, plus précisément ce que tu identifies comme des obstacles ou des difficultés techniques et économiques rencontrées par les ONG. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail à quoi tu fais référence ? Oui, merci pour l'invitation.
Du coup, le secteur humanitaire, c'est un secteur qui est assez bureaucratique, qui a tendance à verser assez facilement dans la mesure et les outils dès qu'il s'agit de régler un certain nombre de difficultés. Donc j'entends par inflation comptable et normative l'augmentation générale du nombre d'outils qu'on a pour mesurer les impacts environnementaux, pour mesurer les empreintes carbone, et puis tous les textes croissants qui visent justement à l'atténuation. Donc si je prends quelques exemples concernant les outils de mesure d'impact environnementaux au niveau des projets, on a toute une myriade d'outils qui ont été développés, y compris par le réseau environnement humanitaire que mentionnait Chloé. Alors, le plus connu, c'est pas celui du REH, mais c'est celui qui a été développé par les Nations Unies, le NEET+, pour Nexus Environmental Assessment Tool, qui est assez utilisé. Mais il y en a plein d'autres qui ont été développés par des bailleurs ou par des ONG. Donc, ça, c'est au niveau des projets. On a aussi tout un travail de mesure d'empreinte carbone au niveau des organisations elles-mêmes. Donc, il s'agit de mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ces organisations, par les activités qu'elles mènent. En effet, de plus en plus d'organisations ont pris des engagements de décarbonation, des engagements chiffrés, et donc aujourd'hui, il faut pouvoir les suivre. Et enfin, côté normatif, on a de plus en plus de textes, donc ça va être des stratégies, des politiques internes, mais aussi des exigences environnementales qui sont mises à la fois à l'échelle des organisations et parfois imposées par les bailleurs. Je pense en particulier au Minimum Environmental Requirements de la DG ECO, donc un bailleur humanitaire important qui finance de nombreuses organisations et qui du coup va imposer à ses partenaires opérationnels un certain nombre de mesures environnementales. Alors c'est accompagné d'une batterie d'indicateurs et de chiffres et qui contraignent un peu plus ou qui rendent plus difficile le travail des organisations sur le terrain. Alors vous allez me dire, quel problème ? Tout ça, d'abord, ça prend du temps. C'est très consommateur de ressources, alors qu'on sait que le secteur humanitaire est de plus en plus, ces derniers temps, contraint par les ressources. Et puis, c'est quelque chose qui devient très complexe, qu'on rend très technique. Et ça a un deuxième effet, c'est que ça exacerbe les rapports de domination qu'on constate déjà dans notre secteur, en particulier entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire qu'on est en train de favoriser ceux qui connaissent ces outils, qui les maîtrisent, qui ont les codes, qui ont le langage et qui ont reçu la bonne formation. Donc ça rejoint un peu des enjeux de décolonisation qu'on connaît dans notre secteur. Il y a un autre élément, c'est que ça donne l'impression, ce travail normatif donne l'impression qu'il n'y aurait qu'un chemin, un modèle unique vers la transition écologique. Or, au contraire, aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire la transition écologique, ni des ONG, ni même de notre société. Et donc, on a besoin d'être innovant. On a besoin d'explorer plusieurs chemins, plusieurs façons de faire. On a besoin de tester, d'expérimenter. Enfin, évidemment, on est en train de mettre beaucoup d'énergie à mesurer, à documenter, à guider. Alors, c'est bien, c'est nécessaire. Mais en fait, on a aussi besoin d'action. Et quand on voit la proportion d'énergie et de ressources allouées à tout ce qui est comptabilité et développement de normes versus l'énergie mise dans les actions, on peut se poser quelques questions. Et peut-être je terminerai sur ce point. Quand on prend un peu de recul, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de mesures, de bilan carbone, de développer des nids de plus sur des projets, pour savoir vraiment quoi faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je veux dire, on est tous des citoyens, on lit les médias, on sait qu'il faut qu'on réduise notre dépendance aux énergies fossiles, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se déplace moins, qu'on va peut-être se déplacer avec des véhicules électriques, enfin en tout cas qu'on va développer d'autres formes de mobilité, qu'on va peut-être également acheter mieux. Donc voilà, donc on a quand même un certain nombre de solutions qui sont, je dirais, presque du bon sens. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a l'idée de limiter un petit peu ce fardeau normatif et en même temps de compter sur les attitudes responsables des individus aussi. Mais il y a aussi une question que tu abordes dans ton article qui est la question épineuse, évidemment, de l'équité. Est-ce que, et on peut se poser cette question, est-ce qu'il est juste
avec justement ces normes pour tout le monde, est-ce qu'il est juste d'imposer des réductions d'empreinte carbone aux actions destinées aux populations les plus vulnérables? Alors, merci pour la question. Je dirais que la réponse est dans la question, donc évidemment non. Ça n'est pas juste d'imposer ces réductions d'empreinte carbone aux populations les plus vulnérables, qui, je le rappelle également, sont les moins responsables des changements climatiques actuels et qui sont celles qui ont le moins de capacité de réellement réduire leur empreinte carbone. Alors, je pense qu'il faut qu'on revienne, pour bien comprendre ce sujet, à un concept clé dans les négociations internationales climatiques, donc dans les COP. C'est un principe qui est évoqué dans l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, celui de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective. Donc, ça veut dire quoi ? Pour l'atténuation, ça veut dire qu'on reconnaît toutes et tous qu'on a un devoir de lutter contre les changements climatiques. Mais que le niveau de responsabilité et les efforts à fournir varient en fonction des contributions historiques et des capacités de chacun. Et le problème, c'est que dans le secteur humanitaire, on ne s'est pas posé cette question au démarrage. Et donc, on a calqué les recommandations du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sur le secteur de l'aide et sur les organisations internationales, les ONG. Donc concrètement, on a repris cet objectif de moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, au passage par rapport à une date de référence qui varie par rapport au GIEC, mais passons. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a négligé le mandat social des ONG. Les ONG, elles sont là pour répondre à des enjeux liés aux droits humains. Quand on prend le secteur de l'aide internationale un peu plus globalement, on a aussi des ONG de développement qui travaillent donc à la mise en œuvre du droit au développement au niveau international. Et il serait illusoire de penser que ces objectifs-là, ces enjeux-là, ne rentrent pas en tension avec l'enjeu, l'ambition de décarbonation des ONG. Du reste, pour l'instant, j'étais moi-même assez étonnée de ça, mais il semblerait que l'équité, le principe même d'équité, ne fasse pas partie de l'ADN des ONG humanitaires, ou du moins c'est ce que certaines répondent à ça. Parce que l'équité, ce serait une question, finalement, qui devrait être traitée par les ONG de développement, parce qu'elles s'intéresseraient aux causes, alors que les ONG humanitaires ne seraient là que pour traiter les symptômes des changements climatiques. Et je pense que ça mérite un petit peu réflexion. Eh ben, continuons la réflexion. De l'équité, on peut passer à la justice environnementale. C'est un thème que tu abordes fortement dans ton article. Est-ce que tu pourrais développer ce que serait, selon toi, une véritable justice environnementale appliquée au secteur humanitaire ? Quels en seraient les principes directeurs ? Alors, si tu le permets, Boris, avant de voir comment ça s'applique au secteur humanitaire, peut-être qu'il y a d'abord un enjeu de pédagogie sur le concept lui-même, qui n'est certes pas nouveau, mais manifestement que les organisations ne maîtrisent pas bien. Donc la justice environnementale, elle revendique la réduction des inégalités environnementales et le droit pour chacun de vivre dans un environnement sain. Donc sur le climat, la question qui se pose, c'est OK, on doit tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais finalement, comment on répartit les efforts, les coûts et les risques de manière juste ? Ce sont exactement les questions qui sont posées au niveau des COP. Donc d'abord, la première chose, c'est vraiment de pouvoir réexpliquer ce concept. Ensuite, appliquer au secteur humanitaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a d'abord besoin d'une lecture politique. Sans cette clé de compréhension, on passe à côté de la justice environnementale. Si vous prenez par exemple un enjeu qui peut apparaître au premier regard assez technique, la question de la comptabilité carbone, en fait c'est politique. On choisit de compter certaines choses ou pas. Donc on choisit ce qu'on compte, mais donc ce qui compte. Et la comptabilité carbone, elle repose sur un certain nombre de conventions qui nous disent comment on doit compter. Ça aussi, ce sont des normes qui sont tout à fait politiques. Et puis Chloé mentionnait l'approche holistique. Et en effet, il faut comprendre ce besoin d'approche holistique qui intègre également les dimensions sociales, économiques, culturelles, historiques et politiques. Alors, ça, c'est pour le démarrage. Ensuite, sur le fond, appliquer une justice environnementale sur notre sujet d'atténuation, c'est finalement se poser la question de qui risque d'être affecté par notre transition écologique.
aussi bien au niveau interne, c'est-à-dire quels sont les salariés qui vont devoir faire le plus d'efforts ou non, qu'au niveau externe, les partenaires avec qui on travaille, les populations qu'on accompagne, etc. Et donc, une fois qu'on s'est posé la question, normalement, on identifie des personnes et on voit bien que les efforts ne sont pas équitablement répartis. Et donc, il s'agit de demander à ceux qui en ont le plus les moyens la plus grosse partie des efforts. Alors, si on prend, par exemple, à l'échelle d'une organisation en interne, on peut supposer qu'on va demander plus d'efforts aux personnes qui sont situées au niveau des sièges qu'au bureau terrain du Sud-Soudan, par exemple. Et puis, de manière générale, on peut supposer qu'on va demander un peu plus d'efforts aux personnes de la direction. Ça, c'est au niveau d'une organisation. Maintenant, entre organisations, ça veut dire quoi ? A priori, on est en droit d'attendre un peu plus d'efforts d'agences des Nations Unies que d'une petite ONG locale en Afghanistan. Bon, voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Sur la forme, ça veut dire qu'il s'agit de penser au processus de cette transition écologique en interne. Vous savez que la justice environnementale, c'est d'abord une question de justice participative, donc des personnes qui sont impliquées dans les prises de décision qui vont les concerner. Donc ça va demander évidemment du temps pour faire des débats, et puis de commencer par les mesures les plus justes. Et ensuite, seulement ensuite, petit à petit, d'élargir à des mesures environnementales éventuellement plus contraignantes qui toucheraient pas uniquement les sièges et la direction, mais tout un chacun. Je pense qu'il y a un autre enjeu, et là, il faut élargir un peu la focale, c'est si on prend à l'échelle internationale et qu'on regarde ce que pèse le secteur humanitaire en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre international. Alors là, on décale complètement le sujet parce que le secteur de l'aide internationale, c'est 0,09% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc ça veut dire qu'il va quand même falloir se préoccuper d'où proviennent les 99,91% restants. Et est-ce que nous, secteur humanitaire, on a quelque chose à dire à ce sujet ? Est-ce que nous, qui sommes aux premières loges, malheureusement, aux premières loges des désastres écologiques et humanitaires, est-ce qu'on n'a pas une voix à porter ? Et il me semble qu'il serait intéressant que les ONG humanitaires fassent ou contribuent à des plaidoyers existants, éventuellement ceux portés par des organisations environnementales, par exemple, que mentionnait Chloé, et d'utiliser son capital ou leur capital politique pour dénoncer les inégalités environnementales parce qu'elles affectent en premier lieu les personnes les plus vulnérables que les ONG entendent assister. Merci. Tu mentionnes aussi dans ton article le fait que et ça c'est presque étonnant, que la question de la faisabilité des objectifs environnementaux est rarement débattue. Quels objectifs te semblent, toi, réalistes pour le secteur humanitaire d'ici 2030, donc dans 5 ans ? Alors, c'est une grosse question. Si tu permets, j'ai pas très envie de distinguer la faisabilité et l'équité, parce que, en fait, les deux sont liés. C'est ce que nous dit le principe de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective, c'est qu'on ne peut pas décorréler la capacité de l'équité. Alors, évidemment, la faisabilité de nos objectifs, ça va dépendre des moyens qu'on y met. Et vu la gravité de la situation, il va sans dire qu'il va falloir faire tout notre possible en tout cas, il va falloir se donner les moyens d'avoir des objectifs ambitieux. Mais la question qui se pose, en fait, c'est jusqu'où on peut aller sans porter atteinte, compromettre notre mandat social. Alors, la question, elle est évidemment pas évidente. Peut-être, on peut faire aussi un détour sur pourquoi on veut des objectifs réalistes. D'abord, en fait, on a besoin d'objectifs réalistes parce qu'on doit entraîner tout le monde dans cette bataille, dans ce chantier interne. Et du coup, il ne faut pas saper le moral des gens qui doivent contribuer. Il ne faut pas non plus mettre ces personnes dans des situations de devoir arbitrer ou de devoir agir face à des injonctions contradictoires. Donc il faut essayer finalement de viser juste et pour garder une certaine motivation. La deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir des objectifs réalistes, et je voudrais insister là-dessus, c'est pour des enjeux de redevabilité qu'on connaît quand même dans notre secteur. Parce que s'engager sur des objectifs irréalistes, et c'est pas moi qui le dis, c'est un autre article d'Alternative Humanitaire, ce serait en fait mensonger.
on promettrait des choses qu'on ne serait pas en mesure de tenir. Et certaines personnes considèrent en effet que moins 50%, c'est pas grave si on n'atteint pas. L'objectif, c'est de faire notre maximum. Et ben non. Enfin, les engagements, ça veut dire quelque chose. Alors, pour revenir sur la première partie de ta question, qui était donc, ça serait quoi un objectif réaliste ? Il a été dit en début de ce podcast qu'on était face à des besoins humanitaires croissants. Donc la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les objectifs de décarbonation ne vont pas contraindre les organisations à répondre à ces nouveaux besoins ? Est-ce qu'on accepte que le volume d'activité des organisations augmente ? Et auquel cas, il va être très difficile pour elles, de plus en plus difficile, de réduire l'empreinte carbone. Si j'avais une empreinte carbone à 1000 tonnes d'équivalent CO2 à ma date de référence, ça veut dire que si je suis engagée en valeur absolue, je m'engage à la diviser par 2, à passer à 500. Mais si je dois par ailleurs répondre à des besoins croissants, je vais être en difficulté. Donc l'autre option, c'est de s'engager en valeur relative, c'est-à-dire de s'engager à réduire l'intensité carbone de ces activités. Voilà, il y a un mot là qu'on ne connaît pas tous forcément. L'intensité carbone, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que pour une activité, je vais émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre. Mais si je multiplie par 2 ce niveau d'activité, je la réplique, et bien forcément, je vais à nouveau réémettre des gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'il faut, c'est en fait, pour une activité donnée, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, sur ce sujet, le groupe de travail carbone du réseau environnement humanitaire, le REH, a donc justement essayé d'éclairer la décision des organisations en exposant les pour et les contre de ce sujet valeur absolue, valeur relative, puisque en effet, si on s'engage en valeur relative et que notre activité croît, alors on risque aussi par ailleurs d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est aussi un sujet à considérer. Et enfin, comment on pourrait faire pour être plus réaliste et aussi plus juste, du coup, puisque je ne veux pas dissocier les deux. Et bien justement, dans ce même groupe de travail, on essaye de réfléchir à distinguer les périmètres. En particulier, de supprimer des objectifs de décarbonation, tout ce qui relève des services et des biens aux populations les plus vulnérables, pour la raison qu'il n'est pas juste de les faire rentrer dans nos objectifs de décarbonation. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'essayer au maximum de développer des bonnes pratiques environnementales, évidemment. Et pour tout ce qui va concerner, finalement, le fonctionnement des organisations, alors là, oui, il faut garder des objectifs ambitieux, puisque finalement, une ONG humanitaire internationale, c'est comme toute organisation internationale, y compris des entreprises privées, et donc, elles se doivent de réduire l'empreinte carbone de leur fonctionnement. Donc voilà, on va essayer... J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais on va essayer de distinguer les périmètres. Merci beaucoup, Aline. Quand tu parlais de la question peut-être de la croissance des activités des ONG, ça on y reviendra peut-être à la fin de ce podcast, parce que l'actualité montre plutôt que si l'activité effectivement croît, les ONG humanitaires en tout cas vont avoir de plus en plus de mal à mener leur mission. On va maintenant faire un focus sur la santé, qui est vraiment un secteur à part entière des programmes d'aide, mais qui est aussi très transversal, car ça recouvre beaucoup de volets qui sont eux aussi liés au climat, comme l'eau ou la nutrition, par exemple. Donc David Desiveri, tu es spécialiste en santé planétaire chez Humanité et Inclusion. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les enjeux liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et à la santé, si on ne cite que, sont étroitement imbriqués. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques exemples concrets ? Oui, je crois que si on regarde le contexte où on travaille et la complexité des enjeux qu'on a dans ce contexte, on ne peut pas se limiter à protéger l'environnement. Et un volet que, ça a été dit, ce n'est pas toujours la priorité, au moins jusqu'ici dans les ONG humanitaires. C'est désormais évident, et vous invite à voir par exemple les derniers rapports du Lancet Countdown, que la crise climatique est une crise sanitaire aussi. C'est vraiment une menace pour la santé humaine. Et donc, dans les mots croisés, je crois qu'il faut placer les mots santé dans les discours climatiques. C'est vraiment fondamental. C'est peut-être intuitif d'ailleurs,
mais c'est quand même challenging dans les contextes politiques actuels. Donc vraiment, je le mentionne parce que je crois vraiment qu'il faut sauver quelque part ces pouvoirs des mots et pas se réduire aux mots des pouvoirs. Et pour cela, il y a des raisons très très concrètes. C'était mentionné par Chloé l'importance de l'insécurité alimentaire croissante à cause de la sécheresse et des inondations, parfois les deux en même temps, qui sont en plus fréquentes et intenses. J'ai en tête cette image assez parlante, 2023, je crois que c'était le printemps, et on avait des images des inondations en Somalie et en même temps dans le nord de l'Italie, d'où je viens. C'était intéressant parce que ça montre une fois de plus qu'on est vraiment dans la même tempête, pas forcément sur le même bateau, malheureusement, parce que pour les inégalités écologiques et climatiques qui ont été aussi mentionnées. Mais le résultat, c'est le même, c'est une malnutrition qui progresse et ce qui entraîne, par exemple, des migrations climatiques. Donc, en effet, c'est tous des éléments liés l'un à l'autre. Mais je pense aussi à des causes et à des problèmes plus invisibles quelque part, comme la pollution de l'air. C'est vraiment un tour silencieux, mais ça fait 8 millions de morts prématurées chaque année. Donc, juste pour avoir une idée des grandeurs, même si c'est deux phénomènes complètement différents, c'est bien plus que le Covid, par exemple. Mais on n'y réagit pas de la même façon. Et ça, c'est pas seulement la pollution dans les grandes villes en développement, mais aussi à l'intérieur des habitations. Et ça, c'est important parce que dans ces cas, pour des raisons culturelles et non sociales, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont plus exposés à des systèmes de chauffage ou de cuisson qui sont inefficaces. Et ça entraîne des maladies respiratoires, des cardiovasculaires et même des cancers. En plus des maladies non transmissibles, on ne peut pas mentionner les maladies infectieuses. On sait que près de 60% des maladies infectieuses humaines proviennent des animaux. Encore une fois, c'est le cas du Covid, entre autres. Et cette proportion ne fait qu'augmenter, par exemple, un effet de la déforestation ou de l'élevage intensif, qui sont les deux aussi causes du changement climatique. Et en plus, il faut aussi mentionner que les changements climatiques favorisent la propagation de certains vecteurs, par exemple des moustiques, c'est le cas du paludisme. Et donc, ces problèmes touchent des régions qui jusque-là étaient épargnées. Et les systèmes de santé ne sont pas forcément toujours prêts pour ces nouveaux défis. Et alors, enfin, il y a aussi des impacts moins visibles, mais assez profonds. Je pense par exemple à la santé sexuelle et reproductive. Avec Handicap International, on travaille au Bangladesh. Et à cause du changement climatique, il y a la montée du niveau de la mer qui provoque la salinisation de l'eau. Ça a l'air assez indirect, mais assez concret, parce que ça rend l'accès à l'eau potable plus difficile, mais aggrave aussi l'hygiène. Et ça a des répercussions sur la santé sexuelle et reproductive, notamment des femmes et dans la région. Merci pour ces exemples. Et on a aussi il y a tout le volet santé mentale aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est une thématique qui me passionne, pas seulement en tant que psychologue, mais c'est vraiment une thématique importante chez Handicap International, dans plus de 30 pays. Et je veux mentionner une étude assez révélateur, ça fait quelques années déjà, paru sur le Lancet, une interview qui a été faite à 10 000 jeunes dans 10 pays, du nord et du sud. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement malheureusement la confirmation de cette détresse croissante dans ces populations de jeunes, mais le fait que c'est causé pas par le changement climatique en soi, ou par les désastres, bien évidemment, parce que ça peut être très, très traumatique, mais surtout à cause de l'inaction des gouvernements. Donc, je trouve ça effectivement assez intéressant au niveau des responsabilités et des actions qu'on peut mener. Mais il faut aussi dire que tout ça, que ce soit santé mentale, santé sexuelle et reproductive, maladies non transmissibles, infections, ça arrive davantage dans des pays où les systèmes de santé eux-mêmes sont déjà fragilisés. Et ça, c'est effectivement un problème parce que ça ne fait qu'augmenter les inégalités sanitaires. On a parlé de l'équité, et l'équité en santé, c'est un reflet aussi de ce qui se passe au niveau climatique. Et ça touche évidemment les groupes plus marginalisés. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, entre d'autres, qui, en plus des limites juste déjà à l'accès à l'information, à la prévention et aux soins, ils voient leur situation de santé se dégrader potentiellement ou être exposés à de nouveaux risques. Donc, en conclusion, je crois que protéger l'environnement, c'est fondamental et ça veut dire, en effet, protéger notre santé et la santé des plus vulnérables. Ça revient au même, en effet. C'est une action conjointe et intégrée. D'accord. Donc, l'approche dite « une seule santé » que tu décris dans l'article, qui dans notre jargon est plus communément appelée One Health, il me semble,
Donc c'est l'exemple d'une approche holistique, donc globale, qui associe les enjeux sanitaires à la préservation des écosystèmes et à la notion de résilience écologique, qui elle-même est étroitement liée à la résilience des populations. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette approche ? Oui, c'est une approche fascinante, je trouve, parce qu'on commence finalement à réaliser que la santé humaine, animale et environnementale sont liées. Donc, c'est ça qu'on appelle One Soul Santé ou One Health. C'est une idée simple, mais essentielle, je trouve, parce que ça affirme que ces trois mondes sont interconnectés. Et donc, notre santé dépend de cet espace partagé avec les animaux, avec les plantes, mais même avec les rivières eux-mêmes. Ce n'est pas un concept nouveau, ni dans la médecine, où on a déjà fait ses épreuves, les avantages ont été démontrés. Mais encore moins, par exemple, entre les peuples autochtones qui vivent depuis toujours, j'ai envie de dire, selon une vision holistique où la santé, ça dépend de l'équilibre de l'ensemble. Donc, on s'approche à cette vision-là. Et c'est une approche qui nous permet de mobiliser des professionnels et des ressources complémentaires. Et donc, à niveau de la santé humaine, à niveau de la santé animale, donc vétérinaires, les chercheurs, la communauté locale. Et le but, c'est très pratique, c'est vraiment répondre de manière intégrée à des enjeux sanitaires. Après, à niveau politique, ça prend aussi de l'ampleur et on peut mentionner, entre d'autres, l'initiative du quadripartite. C'est une alliance de plusieurs grandes agences de l'ONU, donc l'OMS, la FAO, les programmes pour l'environnement et l'Organisation de la santé animale, qui collaborent pour promouvoir une surveillance intégrée des zoonoses ou encore combattre, on peut dire sur plusieurs fronts, la résistance aux antimicrobiens. Et ça, c'est deux enjeux qui sont vraiment majeurs dans les années à venir. C'est vraiment les crises que même dans le monde humanitaire et peut-être surtout, on va faire face dans les années à venir. Oui, j'allais te demander, est-ce que ça se reflète tout ça dans les projets humanitaires ? Alors, pas encore assez. Et ça reste un défi. En effet, intégrer ces idées, ces approches dans les pratiques humanitaires de façon, disons, régulière, systématique, c'est pas encore toujours le cas. Il y a évidemment des défis de collaboration, de coordination et de mise en pratique et même de formation quelque part. Il y a déjà des projets en ce sens, des projets qui se montrent très efficaces. Classiquement, par exemple, des équipes mixtes pour la vaccination animale et humaine dans des zones rurales. Et beaucoup plus, parfois des expériences qui ne sont pas forcément nommées One Health, One Soul Santé, mais qui vont tout à fait dans cette direction. Et d'ailleurs, il y a plusieurs exercices de cartographie dans ce sens, vraiment pour un mapping des expériences, pour mettre en valeur, donner visibilité à ce type d'expériences. Par exemple, je peux mentionner un groupe de travail de One Sustainable Health, le réseau OSH. Il y a un groupe transdisciplinaire où je fais partie avec les autres co-auteurs de l'article et on vient de lancer une initiative dans ce sens, vraiment pour connaître et donc pas décider théoriquement dans l'académie plutôt que dans le nord ce qui est One Health, mais vraiment les faire ressortir des expériences qui sont déjà en cours. D'accord. Et parallèlement à cette approche, donc il y a aussi le concept de santé planétaire qui, comme vous le dites, je cite l'article, analyse plus globalement l'impact des activités humaines sur le vivant et vise délibérément à générer des co-bénéfices pour la santé et l'environnement. Donc si je comprends bien, on est là sur un volet qui est bien plus systémique, à plus large échelle, mais du coup, en quoi est-ce différent de One Health ? C'est une différence d'échelle, comme vous dites, mais ce n'est pas une opposition. Donc dans la santé planétaire, on peut dire qu'on ne s'arrête pas aux maladies. On regarde vraiment nos modes de vie, l'agriculture, la production, les systèmes de consommation, comment tout ça influence, disons, la santé de la planète, qui est la nôtre. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça permet de passer d'un objectif de résilience à un de robustesse. Et évidemment, je fais référence au biologiste Olivier Hamon. Et donc, c'est-à-dire que même dans l'humanitaire, en plus de faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire se préparer pour résister aux crises, mais on va aussi s'inspirer du vivant et donc privilégier, par exemple, la diversité, la coopération. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Oui, c'est un bon exemple. Chez Handicap International, par exemple, on vient de finaliser une étude au Bénin sur les bienfaits de ces actions
en même temps sur l'adaptation au changement climatique, sur la santé et sur la cohésion sociale et donc sur la réduction de la violence armée. Et donc c'est un bon exemple parce que ça montre qu'il y a une seule solution quand c'est bien réfléchi et bien dessiné avec les communautés locales et adapté au contexte, ça permet de répondre à plusieurs défis qui sont effectivement liés entre eux. Et je crois que la santé planétaire, encore plus que One Health, ça permet d'aller dans cette direction parce que ça ajoute, disons, une quatrième dimension à la santé humaine, animale et environnementale, c'est celle qui a été nommée de l'équité. Et donc, ça permet de travailler aussi sur les déterminants sociaux. Très récemment a été lancé par l'OMS un rapport sur les déterminants sociaux et il y a aussi cette partie climatique, donc c'est-à-dire comment on peut améliorer l'accès aux déterminants sociaux, donc la maison, l'emploi, les transports, l'agriculture, l'éducation, etc. Et tout en visant ces deux objectifs, donc réduction de l'impact carbone, comme a été dit, et l'équité en même temps. Après, à niveau pratique, la question de l'équité est assez concrète. Et je veux mentionner un rapport d'Oxfam déjà sorti, ça fait déjà 2 ans, qui est assez parlant parce que ça montre très clairement comment les 50% les plus pauvres de la population sur la planète, en effet, subissent les 75% des pertes dues au désastre climatique, mais ils sont responsables seulement de 12% des émissions. Et en tout ça, encore plus intéressant, c'est qu'ils ont seulement les 2% des capacités financières de s'adapter. Donc, il y a vraiment des enjeux globaux. Et c'est en pensant, c'est vraiment en mettant ces enjeux d'équité au centre de la question climatique et de la santé, évidemment, le discours devient plus complexe, mais aussi plus radical. Et ça, c'est la force un peu de la santé planétaire qui nous challenge avec un discours assez pointu, au moins pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'il met l'accent sur l'urgence de l'action. Et on a dépassé 6 des 9 limites planétaires qui permettent la vie sur Terre. C'était mentionné avant. Et je vous invite à voir n'importe quelle vidéo du professeur Rockström du centre de Stockholm pour la résilience. Et donc, ça montre que nous sommes vraiment à un point de bascule. Donc, c'est vraiment les moments d'agir. En même temps, ces discours, ils pointent du doigt les modèles économiques. Et là, on fait face à un paradoxe de la santé parce que l'extraction des ressources fossiles, déjà, ça devient aussi une thématique de santé. Et il y a des campagnes en ce sens. Mais en même temps, ça a permis des progrès sanitaires dans les derniers 50 ou 70 ans. Donc, on y a gagné, par exemple, en espérance de vie et dans plusieurs indicateurs. Mais on a fait ça à dépense de l'environnement dont nos santé dépendent. Donc, maintenant, on est en train de payer les prix pour une idée de santé qui était quelque part fausse. Et alors, ça montre qu'on vit dans cette époque inédite, nouvelle, dont la sensation d'incertitude qu'on vit tous, c'est qui est appelé l'anthropocène. Et ça, c'est pas pour mettre encore l'homme au centre, mais c'est pour mettre la responsabilité humaine au centre. Et là, vraiment, je crois que c'est une approche avec beaucoup de potentiel, très porteur, parce que ça nous pousse à repenser notre façon de qu'est-ce que ça veut dire la santé, comment on va gagner santé pour toutes et tous, mais aussi les rapports avec la nature. Il y a un rapport de UNEP qui a sorti récemment, qui est intitulé « Faire paix avec la nature ». Et ça renvoie vraiment à un des derniers livres de Bruno Latour qui parlait de renégocier avec la nature, avec les non-humains, autant que sujet politique, donc pas comme ressource. Donc, ce n'est pas seulement un objet à utiliser pour notre propre bien, mais c'est vraiment une négociation avec une nouvelle idée d'humanité, comme on a été mentionné par Chloé. Donc, vraiment, ça pousse l'humanitaire à se poser des questions qui ne sont pas confortables, mais qu'on doit quand même quelque part se donner l'espace et le temps de le faire. Parce qu'alors, peut-être, le but, ce n'est pas seulement de sauver des vies, mais de sauver la vie. D'accord. Et du coup, donc, si on en revient à l'action humanitaire, qu'est-ce que ces approches peuvent apporter en plus, en fait, si je puis dire? Mais dans l'humanitaire, ces approches changent profondément la façon de travailler. Avant, on traitait, ou jusqu'ici, on travaillait séparément les questions de la santé, de l'environnement, de l'alimentation
etc. Chacun avec son expertise, même tant comme organisation, entre-organisation, qu'à l'intérieur d'une organisation même. Et maintenant, il faut tout repenser au niveau d'analyse des problèmes, mais aussi au niveau des solutions. Ça complique la donne. Oui, il y a des obstacles, c'est sûr. Il y en a au moins 3 que je veux mentionner. C'est le manque de recherche opérationnelle. Ça freine l'application concrète de ces concepts que je me rends compte sont encore très théoriques. Et l'application sur le terrain est quand même limitée. Les financements, surtout en ces moments, c'est pas seulement parce qu'ils sont trop rares, mais c'est aussi parce qu'ils sont encore trop cloisonnés, limités à des projets courts, sectorisés. Et donc, c'est là, ça ne nous donne pas les moyens de faire face à des défis qui demandent des solutions transversales et surtout durables, un peu sur le long terme. Et alors, l'apport de la complexité, ça, il faut l'admettre, c'est, je crois, entre nous tous, entre les organisations et les staffs, parce que ça, ça freine l'adoption des approches systémiques. Donc, comment on peut se doter d'autres outils, pas pour en ajouter plus, comme a été dit, mais pour repenser la façon de comprendre les problèmes et de faire face à ce qu'on appelle des polycrises, donc des crises multiples sur plusieurs secteurs, mais qui s'imbriquent l'une entre l'autre. Ok, mais je sens qu'il va y avoir un mais optimiste malgré ces obstacles. Heureusement, oui, ou alors plutôt des pistes d'action, disons. Je mentionne encore une fois les groupes de travail du réseau de One Sustainable Health, qui avec l'Université de Genève, le Geneva Health Forum et HI, viennent de publier un policy brief qui a été construit sur 2 années d'une façon assez participative, vraiment qui trace peut-être pour la première fois, j'ose dire, des recommandations les plus concrètes possibles pour l'adoption de ces approches One Health et Planetary Health dans l'humanitaire. Donc ça donne... maintenant, tout le chemin reste à faire, mais voilà, au moins, on sait vers quoi aller. Il y a des pistes. Tout à fait. Après, je voudrais conclure peut-être avec, si je peux me permettre, un aspect plus personnel, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en tant que psychologue social, je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'échanger les jargons humanitaires avec des nouveaux mots, One Health, Planetary Health, etc. C'est vraiment un changement de paradigme. Et ça, c'est important parce que dans la psychologie sociale, on sait que la façon qu'on a de penser les problèmes, les framing en anglais, ça change la possibilité d'agir, de transformer les problèmes même. Donc déjà, ça amplifie les champs des possibles. Et après, en tant que travailleur humanitaire, depuis presque 2 décennies désormais, cette approche de santé planétaire m'enthousiasme à nouveau. Et c'est pour plusieurs raisons, parce qu'on remet l'accent sur la prévention aussi dans l'humanitaire. Et même les populations dans des crises aiguës ont droit à cet aspect de prévention, bien évidemment, parce que ça reconnecte l'action humanitaire à certaines valeurs fondamentales qui sont propres, comme la justice et l'équité, a été déjà bien dit. Et alors, il nous offre une critique sociale, en plus basée sur des preuves scientifiques. Donc, c'est vraiment clair et net. Et ça nous permet de viser les vraies causes de la crise. Parce que les crises, on le sait, on l'a vu, et ça répète. Certains sont simplement en continu, malheureusement. Et donc, vraiment, s'adresser aux causes profondes, c'est vraiment très important. Et de quelle crise je parle? Oui, bien sûr, liées à la violence, mais aussi à la santé, à l'environnement, parce que, comme on a dit, sont vraiment tout connectés. Et ça, c'est vraiment très important quand on sait que les victimes de ces crises, c'est surtout, encore une fois, les populations plus vulnérables. Chez HI, par exemple, on pense d'abord à 1,3 milliard de personnes avec handicap, mais malheureusement, la liste est longue des groupes injustement marginalisés qui souffrent de l'intersection de ces crises, qui a un effet prioritaire sur la santé. Et bien sûr, on ne peut pas clôturer ce podcast sans parler de la crise très importante que traverse le secteur humanitaire. Une crise financière depuis la suppression des financements de l'Agence américaine de développement, dont beaucoup de programmes et d'ONG dépendaient, qui a mis en lumière des problèmes structurels plus profonds. Mais évidemment, ce n'est pas non plus qu'une crise financière, c'est aussi peut-être une crise des valeurs. Et du coup, on a envie de vous donner le mot de la fin à tous les 3 pour nous dire comment vous envisagez l'avenir aujourd'hui,
Aline, peut-être? Oui, merci pour la question inévitable. J'aimerais rebondir sur l'enjeu de valeur absolue, valeur relative qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque ces dernières années, quand on débattait de ce sujet, en fait, on se posait la question uniquement sous le scénario de la croissance des organisations, qui était la tendance de l'époque. En fait, aujourd'hui, on est dans le scénario inverse, c'est-à-dire que le risque, c'est évidemment la décroissance des activités, la réduction du volume d'activité de manière assez drastique des organisations. Et du coup, ironiquement, on risque d'atteindre les objectifs de décarbonation. En tout cas, certaines organisations risquent d'atteindre leurs objectifs sans avoir fourni le moindre effort, sans avoir changé la moindre pratique. Donc voilà, c'est un nouvel exemple pour mettre en lumière cette tension entre valeur absolue et valeur relative. Après, à nouveau, je vais un peu prendre le contre-pied de la réponse attendue, mais en fait, aujourd'hui, les coupes budgétaires ont eu sur les organisations presque un effet bénéfique pour leur transition écologique, puisque c'est un peu l'écologie des pauvres pour les ONG, mais en fait, la restriction budgétaire drastique a amené la réduction des déplacements, notamment des déplacements aériens, mais alors malheureusement aussi le train, et puis l'allongement de la durée de vie du matériel informatique, enfin un certain nombre de mesures pour simplement limiter les dépenses. Et donc voilà, alors évidemment on aurait plutôt préféré que ce soit une transition écologique choisie plutôt que subie. Et évidemment, il y a quand même un risque très fort de dépriorisation du sujet environnemental qui n'est pas une bonne nouvelle pour les référents environnement et pour la transition écologique des ONG. Mais voilà, je pense que c'était important de souligner quand même que, comme le dit un des référents environnement d'une organisation de la place, Trump a réussi ce que nous n'avons pas réussi. Peut-être souligner aussi, parce qu'effectivement, si les humanitaires, le secteur de la solidarité internationale a contraint, forcé, réduit son empreinte écologique, on a le risque, il me semble, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais que d'autres acteurs augmentent leur empreinte écologique avec le relancement des énergies fossiles, des forages, etc. Enfin, c'est un autre sujet, mais Aline, tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus ? Non, mais ça souligne à nouveau l'interconnexion et l'importance de pensée globale, de pensée holistique, et y compris en dehors de notre secteur. Donc, merci pour le souligner. Chloé, l'impact de cette crise ? Oui, alors ça va restructurer le paysage de l'humanitaire et du développement aussi. C'est difficile de savoir à ce stade, je pense, comment les choses vont évoluer. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Cela étant, la crise climatique et environnementale reste une cause profonde de la faim. Il y a des crises qui vont perdurer et le sujet va être impossible à ignorer pour une organisation comme Action contre la faim et pour d'autres organisations humanitaires. Donc je pense que c'est un sujet qu'on ne pourra pas ignorer aussi bien pour répondre aux besoins des populations que pour faire du travail efficace, de qualité et durable. Donc voilà, j'aime penser que même si ça peut sembler être transformatif, nouveau et que on veut peut-être se rassurer en restant dans ce qu'on faisait avant, et ben en fait, pour être d'actualité, il faut évoluer avec notre temps, changer, voilà, travailler un petit peu différemment et également, je le souligne à nouveau, mais travailler ensemble en tendant la main de nouveaux partenaires aussi bien locaux qu'internationaux pour faire face à cette crise financière. Merci Chloé. Davidé, ton mot de la fin? D'abord, je crois qu'il faut admettre que c'est très préoccupant. Et donc, pour ça, c'est important pouvoir l'exprimer, avoir des espaces dans les ONG, dans les réseaux, pour pouvoir le dire, parce que c'est une détresse émotionnelle forte pour les changements qu'on doit subir quelque part. En même temps, l'impact, à mon avis, ça dépend aussi du rôle qu'ils vont jouer les bailleurs. Si on arrête d'ajouter de l'incertitude et on voit qu'on est des alliés et donc accompagne les ONG à la transformation et l'innovation, alors les résultats, ça peut être effectivement quelque part positif au-delà de la crise. On peut reconstruire mieux qu'avant, comme on dit. Et pour ce faire, je crois que c'est fondamental de revenir aux sources. Je pense dans les cas d'handicap international, mais d'autres ONG aussi, les grandes ONG qui sont nées, ça fait plus ou moins 40 ans, revenir à ce type de solidarité, d'engagement des premiers pas.
quand il y avait cet espoir radical, la radical hope, qu'on doit quelque part rendre à nouveau vivant. Et ça, c'est important parce que l'humanitaire a toujours su garder vivant cet espoir dans les temps de crise et dont je l'attends aussi dans les temps de crise climatique. Merci Davidé. Jeanne? Merci beaucoup à vous trois. Je crois qu'on était vraiment dans le sujet de l'interdépendance avérée de plein de secteurs, de plein de sujets qui effectivement sont totalement imbriqués. Et merci beaucoup d'avoir clarifié des termes et des concepts qui sont à la fois assez spécifiques, mais qui ont beaucoup d'implications sur l'ensemble du secteur et de nos activités. Et qui sont, comme on l'a vu, aussi totalement interconnectés. C'était un premier épisode de Mots croisés, un podcast proposé par le groupe URD et Alternative Humanitaire. Merci. 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 Merci à vous trois.